Et bonsoir Souverain Boukris, merci de nous recevoir chez vous et de nous accorder cette interview dans la perspective des rencontres de la FDPM qui se tiendra le 14 mars. Donc j'avais une petite question, certes un petit peu légère en préambule, en vous demandant si quelque part votre vie, votre vocation n'avait pas été tracée, je dirais, eu égard au prénom que vous a donné vos parents. Vos parents. Alors je vais vous faire une petite anecdote. Je suis l'enfant d'un rêve. Ça peut vous étonner, mais je suis né en Tunisie il y a plusieurs décennies et je suis le dernier de 5 enfants. Et lorsque ma mère était enceinte, mes parents avaient décidé de ne pas me garder. Parce que mon père traversait une période difficile, il avait des difficultés dans son travail, et il disait j'ai déjà 4 enfants à nourrir, un 5e, ça va être difficile. Et puis mon père a fait un rêve, ça peut paraître incroyable, mais des anges lui ont dit tu vas avoir un garçon, tu l'appelleras Sauveur, parce qu'il va te sauver. Voilà. Et ben forcément, le lendemain matin, mon père raconte ça à ma mère, et comme à l'époque on faisait ni échographie et que mes parents étaient un peu croyants, et ben ils ont décidé de me garder. Et quand je suis né et qu'ils ont vu que j'étais un garçon, ils étaient heureux comme tout. Et apparemment, j'aurais sauvé ma mère, et mes parents. En tout cas, c'est une belle histoire. Une belle histoire. Merci de cette petite aparté. Comme vous le savez, le 14 mars, nous avons un colloque qui va réunir une centaine de personnes sur la thématique de la perte d'autonomie et la dépendance. Nous serions intéressés à connaître votre regard sur, je dirais, la santé morale et donc physique des personnes âgées. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, c'est vrai, véritablement, la perte d'autonomie ou la dépendance, c'est un peu le même terme, l'un de façon positive et l'autre de façon un peu péjorative, c'est vraiment un enjeu de société. Bon, c'est une banalité de dire qu'on va vivre de plus en plus vieux, que les personnes de plus de 65 ans vont représenter plus de 20-25% de la population, et le phénomène, il est européen. Et donc, on va vivre de plus en plus vieux, on va vivre de plus en plus avec des maladies chroniques, comme l'hypertension, le diabète, l'insuffisance cardiaque, qui vont entraîner des handicaps, les troubles psychologiques ou neurovégétatifs, comme les maladies d'Alzheimer ou la désorientation. Et on va être donc de plus en plus dépendant à la fois des personnes qui vont nous aider et du personnel professionnel de santé. Or, on se trouve dans une situation où il y a un excédent de demande, le nombre de personnes dépendantes va augmenter de plus de 40% d'ici 2020, donc c'est bientôt, et ils vont doubler d'ici 2030. Et paradoxalement, on a une pénurie de professionnels de santé et de moins en moins d'aidants pour les personnes âgées dépendantes. Donc face à cette situation qui existe depuis une vingtaine d'années, je dois dire qu'on fait souvent des bons diagnostics, mais sur les moyens pour mettre en œuvre et pour lutter contre cette perte d'autonomie, on est souvent en retard et on a souvent des décisions qui sont prises plus de façon un peu financière, avec l'allocation adulte handicapé, l'allocation personnalisée d'autonomie, mais on ne donne pas les moyens de faire en sorte que les personnes dépendantes vivent le plus longtemps chez elles à la maison, qu'elles puissent avoir des aides à travers les auxiliaires de vie, les gardes personnes, et tout ça, c'est véritablement une vraie politique, je dirais, du 3e âge et du 4e âge. Quels seraient, je dirais, les 3 fondamentaux qui permettent de prolonger autant que faire se peut sa santé? Alors, d'abord, on ne devient pas vieux, et je dirais, la vieillesse est un phénomène inéluctable, on va tous vieillir. Mais si on veut vieillir bien, il faut se préparer en amont. Ce n'est pas à 70 ans qu'on peut décider, encore qu'on a des moyens, mais ce n'est pas à 70 ans qu'on peut décider du jour au lendemain
de s'améliorer. Il faut essayer de commencer 10 ans, 20 ans après. Ce qu'on doit faire dans un premier temps, c'est essayer d'avoir premièrement, une activité physique. Très important, que ce soit la marche, une activité sportive, le sport qu'on aime. Il ne s'agit pas de faire de la compétition, il ne s'agit pas de faire les Jeux Olympiques, il s'agit de faire une activité plaisir, une activité qui vous permet d'avoir une bonne force musculaire, une bonne force motrice. Deuxième chose, il faut essayer de s'intéresser à un maximum de choses pour conserver ses fonctions intellectuelles. Parce que la dépendance, c'est aussi la perte d'autonomie intellectuelle. Et donc, lire, écouter, se stimuler intellectuellement, vivre en société, garder du lien avec des personnes de son âge ou des personnes plus jeunes, s'intéresser, s'émerveiller. Troisième chose, avoir essayé une alimentation la plus équilibrée possible, à la fois pour éviter les maladies métaboliques, les maladies liées à la civilisation, je dirais. Donc ne pas manger trop de sel pour éviter l'hypertension artérielle, ne pas manger trop de sucre, que l'on a une bonne alimentation, une bonne activité physique, sportive, une bonne activité intellectuelle, on gagne énormément de chances de vivre vieux, longtemps et plus ou moins en bonne santé. Une dernière question, si vous le voulez bien. Vous êtes un petit peu connu et reconnu sur les ouvrages traitant comment dirais-je, des prescriptions médicales. Est-ce que quelque part, ces prescriptions médicales peuvent avoir une influence sur le maintien de la santé ou non? Voilà. Quel est votre regard? Oui, j'ai écrit. Vous avez écrit de nombreux ouvrages et vous avez été un homme à la fois courageux, voire téméraire. Alors, oui, absolument. Alors, les personnes, en France, on est des grands consommateurs de médicaments, et les personnes âgées de plus de 60 ans le sont encore plus. Bon, on adore prendre des médicaments, les médecins aiment prescrire des médicaments, et comme je l'ai écrit dans mes livres, les médicaments peuvent nous rendre malades. Bon, c'est l'effet iatrogénique des médicaments. Vous prenez un médicament, d'un côté il vous améliore, mais d'un côté il provoque des effets indésirables. Et chez les personnes âgées, ça peut être des effets graves. Je vais vous donner 2-3 exemples. Les personnes âgées prennent souvent des somnifères, ils prennent souvent des tranquillisants pour réduire leur angoisse, pour mieux dormir. Et bien, ces médicaments-là peuvent provoquer parfois des chutes de tension. Et on a souvent des gens qui font des chutes en sortant de leur lit le matin au réveil à cause d'un médicament qu'on a pris la veille au soir. Voilà. Le tranquillisant, le petit somnifère qu'on prend à 22 heures, eh ben, il peut avoir un effet de longue durée. Et quand il se réveille vers 7-8 heures, eh ben, on peut avoir des chutes de tension et on peut provoquer une chute. Et cette chute, eh ben, ça entraîne des conséquences. Vous étiez autonome, vous étiez capable de marcher, faire vos courses, de faire votre toilette, de faire la cuisine. Et puis tout d'un coup, la chute vous fait poser des questions sur savoir qu'est-ce que je vais devenir. Et si je m'étais trouvé tout seul, est-ce qu'on aurait pu me relever? Et si j'étais resté tout seul plusieurs heures, qu'est-ce que ça serait passé? Et si je rechute à nouveau, comment ça va se passer? Et si je chute la nuit? Voilà. Toutes ces questions, elles sont légitimes et les personnes âgées se les posent, les conjoints ou les enfants de ces personnes âgées se les posent. Et bien souvent, lorsque la chute survient 2 fois, 3 fois, eh bien on est bien contraint, malgré tout, de faire hospitaliser sa compagne, sa mère, sa grand-mère, dans un EHPAD, dans un lieu où forcément on est moins bien qu'à la maison. Mais souvent la chute, ça fait perdre les points de repère, ça angoisse les familles et ça déstabilise une famille. Donc on peut les éviter, donc d'abord en réduisant le maximum les médicaments, en faisant en sorte que on utilise des petits moyens techniques, si je peux dire, comme faire coller son tapis au parquet,
faire attention aux serviettes dans les salles de bain, aux tapis de bain. Tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent faire glisser la personne âgée et qui peuvent lui provoquer une chute. Je disais que l'exercice physique, si vous avez un bon tonus musculaire, vous chutez moins, donc faire une activité physique. Voilà, il y a des petits moyens qui permettent à la personne de ne pas tomber, et puis surtout qui permet de la maintenir le plus longtemps possible à domicile. Parfait. Et donc une dernière question, que pensez-vous en fait de la vie d'une personne âgée à domicile ou dans un établissement? Je dirais, quelle est votre analyse avec l'ensemble des patients que vous avez pu suivre pendant votre carrière? C'est un peu le jour et la nuit, si je peux dire. Bon, quand on vit à domicile, on a ses habitudes, on a ses points de repère, on a ses meubles, on a son environnement qui vous permet d'avoir vos points de repère et vous avez vos habitudes. Bon. Lorsqu'on est dans un EHPAD, d'abord, il faut s'habituer à ce nouvel espace, ce nouvel environnement. Il faut essayer de se faire de nouvelles relations. Il faut réapprendre à vivre dans une nouvelle chambre. Bon, tout ça, chez les personnes âgées, de plus de 75, 80 ans, ils ont beaucoup de mal à s'adapter à cette nouvelle vie. Puis après, il faut s'habituer au personnel, qui est souvent dévoué, les personnels les auxiliaires de vie, les aides-soignantes, les infirmières font ce qu'elles peuvent. Il y a souvent une surcharge de travail. Les personnes âgées demandent beaucoup de soins, beaucoup de présence et elles n'ont pas toujours la disponibilité nécessaire. Et du coup, il faut que la personne âgée puisse s'adapter à ce personnel-là, qu'il puisse y avoir une relation de confiance, un lien qui se crée. Ça, c'est pas toujours facile. Et puis, malgré toutes les activités qui peuvent s'organiser dans un EHPAD, les soirées d'animation, les sorties, tout ce qu'on peut faire durant une journée dans un EHPAD, eh bien, cela se fait en général en groupe. Ce ne sont pas des animations personnalisées ou des loisirs adaptés à chaque personne. Et bien souvent, les personnes âgées, eh bien, elles s'ennuient ou elles s'endorment au moment de l'animation. Et on vieillit plus vite dans un EHPAD qu'à la maison. Voilà. Ça, c'est quelque chose. Et on sait que lorsqu'une personne rentre dans un EHPAD, sa durée de vie est de 4 à 6 ans environ. Donc, on sait très bien que la nouvelle vie dans un EHPAD, réadaptation, on ne s'alimente pas de la même façon, on n'a pas les mêmes visites qu'à domicile, on n'a pas son environnement, et il y a une dégradation très rapide parfois. C'est lié aussi à la non-responsabilisation aussi. Oui, on se laisse porter par le personnel. Bon, souvent, les personnes qui rentrent dans un EHPAD, je dirais, c'est malgré elles. C'est souvent les enfants qui décident pour la personne âgée en se disant tu seras mieux dans un EHPAD, tu seras suivi, il y aura du personnel qui s'occupera de toi, on va pouvoir du matin jusqu'au soir te faire ta toilette, te donner à manger, sortir, si tu es malade, il y aura un médecin, etc. Mais bien souvent, ça provoque une dégradation physique et psychologique. Et on le voit très vite. Vraiment, en 6 mois, 8 mois, on voit des personnes qui étaient très actives intellectuellement ou qui étaient très actives physiquement, qui se mettaient à danser, qui ont perdu toute leur capacité physique et psychologique. C'est vraiment la perte d'autonomie. Le maintien à domicile est quelque chose de fondamental et plus on peut le préserver, mieux c'est. Absolument. Il faut essayer de vraiment faire une politique en faveur du maintien à domicile le plus longtemps possible, en développant les auxiliaires de vie, en développant les emplois à domicile, en faisant en sorte qu'on puisse aider peut-être financièrement les personnes âgées à se faire aider. Voilà. Il faut faire en sorte parce qu'on vit mieux à domicile, parce qu'on a ses habitudes. Parfait. Sauveur Beauchrist, merci beaucoup du temps que vous nous avez consacré et à très bientôt. Merci. Très bientôt. Au revoir.